Voilà, l'enregistrement est démarré. On attend jusqu'à 12h05, non? À peu près, 12h05 ou... Oui, 12h05, puis après on peut commencer à échanger. Ouais. Pour ceux qui veulent grignoter un petit truc, jusqu'à 12h05. Nous, on vient de terminer. Ça y est, c'est fait. Nous, on a couru chercher notre sandwich. Ça a pris 3 minutes, mais c'est fait. Bon, j'étais en train de regarder comment faire marcher les petites salles, mais je pense que bon, je suis pas sûr qu'on ait 200 personnes. L'important, c'est qu'on est les meilleurs, Thierry. C'est ça. Bonjour Sigrid, je n'avais pas vu que tu étais là. Oui, bonjour, je suis là. Enchanté. On y va? On y va, ouais. En On fait, vous on est côte propose- à côte avec Stéphane, on se tourne, mais en fait, on est côte à côte. On vous propose de. Alors, vous nous excuserez pour la voix, mais on se propose de commencer, de vous souhaiter la bienvenue et puis d'évoquer avec vous. On est sur un temps libre, un temps d'échange et où la question, qu'est-ce qu'on peut faire au sein de l'université sur le numérique plus durable, plus soutenable? La question est totalement ouverte. Nous, on réalise des actions qu'on va pas présenter aujourd'hui, mais sur les grandes infrastructures, sur des choses qu'on maîtrise, mais pour autant sur aussi bien le quotidien, sur de nouvelles idées. On a souhaité faire appel à la communauté, d'où l'objet à la fois de la séance d'aujourd'hui, mais aussi de l'intégralité de la semaine. On a essayé d'initier, un peu comme font d'autres structures, la notion un peu de ménage numérique. Chacun puisse faire, entre guillemets, le tri dans sa boîte mail, dans ses vidéos, dans ses archives. Il y a certainement beaucoup d'autres actions que nous, on n'a pas en tête, que peut-être que vous avez. C'est pour ça qu'on vous propose à la fois d'enregistrer pour que nous puissions faire la synthèse de toutes vos propositions, de voir si elles sont réalisables au sein de l'UA, avec quel financement, quels moyens humains, ou pas réalisables peut-être aussi, on ne sait pas. Mais en tout cas, on est dans un esprit d'ouverture. Il n'y a pas de fausses bonnes idées. Il faut avoir une multitude d'idées pour en tirer celles qui seront réalisables et réalistes. Et on est dans cette démarche-là. Et c'est pour ça qu'on se proposait ce temps d'échange ce midi. On avait un peu peur parce que on s'est dit qu'on laissait le format ouvert et donc on avait peur d'être 200, mais on est rassuré. Il y a les 5-6 meilleurs de l'UA qui sont là ce midi. Donc, on peut vous laisser totalement la parole. On va juste vous demander, parce qu'on n'est pas nombreux, donc on peut le faire aussi. Bon, il y a Frédéric qui rentre. Je suis rentré. Juste de dire en une phrase qui vous êtes quand vous prenez la parole, vous nous soumettez une idée. Alors, ça peut être soit en prenant la parole si vous le souhaitez, soit en écrivant dans le chat. Il n'y a pas de souci. On n'oblige personne à prendre la parole. C'est un moment de convivialité aussi. C'est pour ça qu'on a pris le temps du midi. Voilà. Donc, on prend des notes, essentiellement Thierry et moi, et tous les autres, on vous laisse la totale liberté. Et si quelqu'un veut démarrer la session par n'importe quoi, se présenter, donner une idée, c'est open bar. Voilà. Vous pouvez lever la main si vous voulez être sûr qu'on vous donne la parole tout de suite ou que quelqu'un démarre. Voilà. Je sais pas, tu voulais rajouter quelque chose, Thierry ou Pierre? Non, c'est un format ouvert, il n'y a pas de très bonnes idées, de mauvaises idées, voilà, il y a des idées, et nous, ce qu'on cherche, c'est ça. C'est un format totalement libre, vous avez le droit de vous exprimer, profitez-en. Sur ce qui est bien à l'UA en matière de numérique, ce qui n'est pas bien, comment on peut évoluer dans les transitions. C'est totalement libre. Il y aura pas, dans les comptes rendus, on citera pas forcément les noms selon les propositions que vous allez faire. Voilà, c'est ouvert. Donc profitez-en, je pense. C'est ça le maître mot. Alors je vois Pierre qui a levé la main, c'est bien.
Non, toi. peut-être qu'on peut commencer parce que le but c'est d'avoir des nouvelles idées, mais pour allumer la mèche, peut-être qu'on peut commencer à donner les idées qu'on a eues nous. Ça va peut-être faire réagir et dire ah ben non, c'est pas suffisant, c'est pas adapté ou voilà. Donc nous, c'est vrai que par rapport à ces aspects-là, on a proposé effectivement de proposer effectivement des outils et pour faire du ménage. Alors, c'est vrai que, quand on parle de ménage numérique, effectivement, on pense à la messagerie, effectivement, parce que je pense que c'est une des briques, majeures sur lesquelles on peut jouer. Là-dessus, effectivement, je pense que c'est nécessaire qu'on aille beaucoup plus loin que ce qu'on a commencé à faire aujourd'hui et c'est pour ça que je pense que le fait de réfléchir à moyen terme, c'est la bonne solution parce qu'on sait que l'empreinte va continuer à augmenter fortement si on réagit pas et je pense que c'est important d'inverser la tendance de manière à la diminuer et là-dessus, je pense que notre communauté, qu'on avait effectivement accompagnée, à l'utilisation de l'outil de messagerie qu'on a aujourd'hui qui s'appelle Zimbra chez Partage. On avait formé nos agents à utiliser effectivement les fonctionnalités de base et un niveau de formation un petit peu plus poussé. Je pense que là, il faut qu'on propose des formations supplémentaires pour nos agents avec justement un aspect numérique soutenable, donc des formations qui vont leur expliquer comment on peut diminuer sa boîte sans effectivement effacer les messages qui nous manqueraient plus tard. Il y a un certain nombre de briques qui sont intégrées dans Zimbra et qu'on va pouvoir expliquer et fournir des formations et des tutos. Alors, est-ce que ça, c'est On pourrait le quelque faire chose? pour les étudiants aussi, Pierre? Alors, Peut-être, non? alors Je sais pas. pour des formations pour les étudiants, c'est des grandes cohortes, donc je pense que ça peut se faire plus sous forme de tutos et éventuellement des formations qui seraient enregistrées et par exemple, on pourrait imaginer de proposer des formations pour des groupes d'étudiants et ensuite les enregistrer et les mettre à disposition. Ok. Alors, je ne sais pas si des pistes comme ça fait réagir déjà peut-être l'assistance. Je vois pas de main levée. Après, est-ce que c'est juste l'usage de l'outil ou c'est aussi l'usage de la messagerie au sens large? Je m'explique, est-ce que ça peut être aussi, on veut envoyer un fichier, par exemple, un fichier attaché, quelle est la meilleure manière de le faire en termes de numérique responsable, par exemple? Est-ce que ça pourrait prendre ça également, en fait? Donc c'est l'outil et l'usage, enfin, comment dire, Les bonnes pratiques. les bonnes pratiques, voilà, c'est ça, les bonnes pratiques. Tout à fait, il y a effectivement cet élément-là. Quand on envoie des fichiers relativement volumineux à de nombreuses personnes, effectivement, on avait déjà un petit peu expliqué à certains de nos agents, mais certains s'en sont emparés et d'autres pas encore, la possibilité effectivement au lieu d'envoyer le fichier à l'ensemble des destinataires, de placer ce fichier sur un espace partagé où du coup il est stocké une seule fois et d'envoyer un lien de manière à ce que les dizaines ou les centaines de personnes à qui on l'envoie ne génèrent pas effectivement 100 fichiers ou 1000 fiches, parce que des fois on envoie quand même à des cohortes importantes. Donc il ne faut pas que le fichier soit stocké 1000 fois, il vaut mieux qu'il soit stocké à un seul endroit et qu'on envoie le lien. Ok, c'est noté, merci. Effectivement, c'est des bonnes idées. Je ne sais pas s'il y en a qui veulent réagir ou trouver d'autres Si je orientations. peux me permettre. Ah bah, Oui, vas-y. bien sûr. Donc, je ne sais pas si c'est déjà le cas, mais je pense qu'il y a beaucoup de collègues, en fait, et moi y compris d'ailleurs, qui ne savent pas vraiment, en fait, comment ils contribuent mal, en fait, justement à des problématiques je veux dire, de développement durable en faisant du numérique. On n'a pas idée que parce qu'on écrit des messages ou qu'on envoie des pièces jointes à 10 personnes au lieu d'une, et ben, on contribue ou pas. Parce que, enfin, on le sait ou on le sait pas, mais si on le sait pas, et ça serait intéressant peut-être d'avoir des, je sais pas si c'est aussi que chacun ait son petit indicateur au travers un outil qui serait un peu comme les indicateurs quand on achète des choses, là, A, B, C, D, de savoir si on est plutôt dans l'essai par rapport à sa façon de faire, de traiter, de traiter notre numérique quand on est connecté à l'usage sur l'UA. Donc on voit qu'on essaie parce que pour telle raison, trop d'emails, trop d'envois, machin, et qu'on puisse s'auto-éduquer par rapport à ça. Alors je sais pas si un tel outil existe, hein, peut-être que non. Ça voudrait dire un peu comme un quiz, et puis à la fin, on se dit vous êtes A+ ou F.
C'est ça, Oui, c'est ou ça, alors un peu, hein, c'est ou comme ça. quelque chose alors je sais pas si peut-être que c'est un peu trop intrusif, mais quelque chose qui surveille, sa façon de faire. C'est-à-dire que si on voit qu'on envoie, toutes les 5 minutes, des pièces jointes à 10 personnes et tout ça, ou que notre boîte email est tout le temps remplie à bloc, qu'on a plein de pièces jointes et bah, qu'il y a Mmh. un petit ça peut être un indicateur, de couleur sur le côté qui nous dit qu'on est un peu dans le rouge et que là qu'il faut qu'on fasse attention et puis éventuellement en cliquant dessus, peut-être que ça peut basculer vers un tuto en disant: «Voilà, là vous avez trop de trop de pièces jointes, attends, voilà comment faire, voilà les bonnes pratiques, et cetera. Enfin, je sais pas. Et Cyril, tu le vois que sur les pratiques professionnelles et où les pratiques professionnelles et personnelles? Bah, personnel, c'est peut-être plus délicat parce qu'après là, je pense que là, on faut rester dans le cadre de l'UA, quoi, mais Non, parce que la question qu'on peut se poser, c'est qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de données à l'ADEME sur quelles sont les pratiques qui polluent le plus. Je prends ouais. par exemple scroller Mmh. un réseau social, c'est très Mmh. polluant parce que ça génère beaucoup de flux d'informations qui viennent de différentes sources. Et ça peut se retrouver dans les pratiques individuelles ou professionnelles. Et la question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'on le limite vraiment qu'à un champ d'information, d'éducation, de pratiques quotidiennes, juste sur le champ professionnel? Moi, je me posais la question parce que je ne sais pas si sinon, si on fait que sur le champ professionnel, est-ce que ça a vraiment un impact environnemental, quoi? Bah, moi, je C'est la pense question, que je sais pas. notre rôle ici, c'est d'envisager des solutions à titre professionnel. Et après, je pense que ça va Ah oui, transpirer sur nos ça usages personnels. ça Hein. ruissellera, ouais. La messagerie, on l'utilise tous, pro, perso, associatif. On a, je pense, tous plusieurs adresses, voire 4, 5 adresses en fonction de nos vies personnelles, professionnelles. Je pense que si on arrive à changer nos pratiques au niveau pro, on la changera également ailleurs. Ouais. D'accord. Il y a beaucoup Je note. d'informations, je pense, hein, donc à apporter aux collègues. Parce que je dis, il y a plein de gens qui on a tous des mauvais comportements, mais des fois, c'est juste qu'on ne sait pas qu'on a un mauvais comportement, quoi, donc alors après, il y a des trucs basiques. Je sais que quand on fait du panopto, par exemple, je sais que, sur les tutos là, il est expliqué qu'on peut choisir la définition, par exemple, tu vois, de la vidéo. Donc, là, peut-être qu'il faudrait, qu'on n'ait pas que ça soit pré-réglé en amont et qu'on le mette sur quelque chose qui soit, acceptable au niveau de la définition Mmh. pour quand on projette sur, l'écran, ça passe bien et puis qu'on mette pas forcément, au taquet du maximum parce que je pense qu'on sait bien que les Ça a vidéos, ça été fait, consomme pas Cyril. mal, quoi, tu vois? Ah, ça a été fait, d'accord, OK. Parfait. Je pense qu'il y a des informations qui sont disponibles et pour lesquelles, effectivement, il faudrait refaire de l'information à ce niveau-là. Il y a une demande de prise de Ouais, parole, Thierry. il y a Anne-Laure qui veut. Oui, alors bonjour. Du coup, je me présente rapidement, c'est ça? Bah, ça vous dérange pas. Moi, c'est Anne-Laure Guillaume. Je travaille comme chargée de valorisation et d'appui à la recherche pour le laboratoire d'économie et de gestion de l'université. J'envoie beaucoup de mails. J'envoie pas mal de mails avec des pièces jointes. Et en fait, ce que je me demandais, parce que mettre en place un outil directement inclus dans les outils existants, ça peut être un peu compliqué. Est-ce que pour commencer, ça serait pas intéressant d'avoir une sorte de guide qui présente les différents outils? Parce que parfois, déjà, on n'a pas la connaissance de tous les outils et il y en a qui peuvent justement permettre de diminuer les pièces jointes ou certaines actions qui peuvent être un petit peu, pas forcément très écolo. Et du coup, comment les utiliser, enfin, dans le sens utiliser au mieux, justement, pour pas avoir une empreinte carbone trop élevée. Mon micro est fermé, je suis en train de parler tout seul. Les règles de bonne conduite, en fait, c'est ça le. Oui. Oui, voilà, quelques guides, pas forcément un guide de 50 pages, mais une présentation des différents outils et quelques conseils D'accord. pour les utiliser au mieux sans surcharger les Parce que réseaux. moi, j'avais une question qui me vient, c'est comment vous voyez ça? C'est-à-dire qu'on est un guide, parce que les difficultés, c'est communiquer. On a à peu près 160 applications, je crois que Pierre pourra confirmer si on est à 160, 162. Comment on fait? C'est-à-dire vous préférez avoir un document à lire, un tuto, de faire des petits webinaires sur, je sais pas, 30 minutes à l'application? Comment vous voyez cet échange, en fait? Bah, déjà, je ne me rendais pas compte qu'il y avait 160. Il y en a Parce que moi, beaucoup. je voyais ça un petit peu comme une petite brochure qui présente les différents D'accord. outils. Parce que, bon, après, il y a un point de vue personnel, mais c'est vrai que moi, j'aime bien avoir quelque chose de papier que je peux feuilleter et justement m'arrêter sur
ah oui, c'est vrai qu'il y a cet outil qui peut être utile, voilà comment je peux l'utiliser, mais oui, c'est vrai qu'avec 160 applications, ça complique un peu Métiers, les c'est-à-dire choses. on en a beaucoup plus. C'est 160 métiers pour le fonctionnement de notre établissement. Si je prends, je sais pas, FileSender, qui est un outil où on peut déposer des fichiers, je pense pas qu'il soit compté. Vous voyez, donc c'est vraiment le. Et la question, c'est comment on fait, c'est-à-dire, il n'y a pas de bonne réponse. C'est justement le but de l'échange. Oui, 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 J'ai mais noté tout ça. D'accord. Ok. Il n'y a pas de pertinence à voir ce qu'on avait fait à une époque, je me souviens, on avait fait avec les étudiants, mais ça pourrait être fait aussi avec les chercheurs, ça veut dire les petites vidéos sous format YouTube qu'on avait fait sur les bonnes pratiques, enfin pas les bonnes pratiques, on va dire des pratiques plus vertes. Là, on pourrait très bien faire une petite chaîne YouTube en disant, voilà, en 3 minutes, expliquer comment faire un mail avec un lien plutôt qu'une pièce jointe associée, que ça soit aussi assez ludique et assez court. À Après, la fois, enfin, ouais. pardon. Je sais pas si c'est comme ça, je réfléchissais à haute voix. Bah, en fait, le souci que je vois, c'est que nous, au niveau des chercheurs, ça peut être compliqué de leur faire cliquer sur un lien et regarder une vidéo. Après, moi, je sais que j'envoie une newsletter toutes les semaines. Et D'accord. d'ailleurs, ça peut être une de mes questions en suivant. Mais, et dans cette newsletter, du coup, typiquement, je peux partager ce genre de petites vidéos. Enfin, je partage déjà des petites choses de la newsletter de l'UA ou autre. Et d'ailleurs, donc là, c'est petite question auxquelles je pense. Donc moi, la newsletter, je la fais sous Imbra. Je n'utilise pas un outil en particulier. Et la question que je me posais, parce que je voulais la rendre un petit peu plus agréable visuellement, quand on fait une newsletter de type celle de l'UA, est-ce que le mail en lui-même, il comporte toutes les parties, alors l'arrière-plan, les photos, tout ça, ou est-ce que c'est juste une une visualisation de la page internet sur laquelle on peut accéder quand on fait visualiser dans le navigateur? Est-ce que c'est plus ou moins lourd d'envoyer un mail avec toutes les informations que d'envoyer une newsletter automatique? Alors, la question, je comprends bien la question, la réponse va être compliquée. Parce que d'une part, qu'en fait, vous allez tomber dans les spams quand vous commencez à faire ça, parce que vous avez du code HTML qui va se mettre à l'intérieur et en fait, votre contenu va être dégradé au niveau qualité. Alors, c'est automatique, hein, c'est pas la qualité de ce que vous écrivez. Oui, Hein, bien sûr. c'est pas du tout ça que je veux dire, mais l'outil qui va dire c'est un spam va comptabiliser un haut score parce que vous avez rajouté du HTML. Moi, je prends la question parce qu'en fait, je suis pas sûr qu'on ait la réponse Mais je ici, pense que sauf s'il y en a qui. C'est une bonne question. Thierry, parce Ouais. que on n'a jamais posé. Moi, j'ai mis dans les bonnes Non. questions sur l'impact des newsletters et leur format. Oui. Parce que ça, faut qu'on apporte une réponse. C'est vrai que ça peut. Et on n'a pas forcément, effectivement, avec des newsletters. Ouais. Ok. J'avais Jérôme qui a levé la main aussi. Oui, en fait, pour réagir, il y a beaucoup de choses qui ont été dites et moi j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de questions qui se posent autour de la maîtrise du voyage et du stockage des données. En fait, tous les jours, on se rend compte qu'on envoie des mails, on navigue sur le web, on regarde des vidéos et souvent, enfin moi c'est ce que je constate, c'est que on a l'impression que tous les processus sont immatériels, mais en fait il en est rien. Donc peut-être un axe pour pouvoir avoir un objectif pour pouvoir mieux maîtriser sa consommation, c'est de savoir où est-ce que les données vont et comment ça marche. C'est une explication du fonctionnement, plutôt utiliser le Wi-Fi que la 4G, des choses comme ça. Ben oui, et c'est puis après il y a la partie, cloud, comment ça, enfin où c'est stocké, enfin faut pas que ça soit quelque chose de très technique, mais qu'il y ait une approche. En fait, ça passe par une box. Une box, c'est très consommateur, qu'il va y avoir du réseau, que dans les clouds c'est redondé plusieurs fois, etc. Et que s'il n'y a pas forcément nécessité de stocker une information dans ces systèmes-là, peut-être qu'à l'université, on a des outils qui sont sobres et que ça pourrait être un axe de sensibilisation. Alors, je pense à la personne juste avant qui a parlé par rapport à la newsletter, de prendre un exemple s'il y a 160 applications ou usages, de dire typiquement pour un usage stockage de telle information, à l'université, on vous propose ça. Si vous faites ça de telle manière, en fait, votre bilan carbone, il est plus sobre. Si vous faites ça, une autre solution, à ce moment-là, vous multipliez par 5, par 10, parce que voilà, vous passez par un réseau qui multiplie les choses, etc. Peut-être ça peut être simple de sensibiliser les gens, de se dire là, je fais le choix de prendre le bon usage approprié à ce que j'ai besoin. Et sous quel format ce serait pareil, c'est des petits tutos, pour dire par exemple, on comprend je prends la maîtrise du voyage, c'est-à-dire entre un point A et un point B, on va dire, comprendre comment ça se passe et quels sont les mécanismes en jeu, c'est
C'est pas simple à expliquer. En Non. 180 secondes, c'est compliqué. Comment tu verrais ça? C'est-à-dire pareil, des petits tutos, des news. C'est toujours la Oui, ça manière peut. de l'expliquer. C'est sûr que c'est pas évident, mais il faut que ce soit vraiment très très simple. J'ai envie de dire, c'est comme si on expliquait à nos enfants, voilà, attention, quand tu vas sur Internet, ça passe par telle couche, tel truc, pour qu'ils comprennent un petit peu comment ça fonctionne et pas du clic automatique. Et donc là, peut-être qu'il faudrait se rapprocher auprès, alors, soit de chercheurs, soit d'étudiants, en fonction du public qui est visé, pour voir comment eux, ils souhaitent capter l'information par rapport à la problématique que nous, on voudrait leur apporter. Mais faudrait il faut faire que des ça soit choses très court, quoi. comme Fred et Jamy, en fait. Il faudrait des trucs très expliqués, des trucs très courts, 3 minutes à la mode de Fred et Jamy, en fait. Je note Typiquement, oui. ça. Il y a Cyril Florent. Il y avait Pierre, je crois, qui avait levé la main avant. Ah, pardon. Excusez-moi, Ah oui, j'ai ma souris, j'ai pas poussé au-dessus. Excuse-moi. Donc, non, je voulais juste réagir à certains trucs. Je pense effectivement, pour répondre à la question de Jérôme et la proposition de Cyril, à mon avis, ça peut se relier. C'est-à-dire, est-ce que la solution, pour avoir quelque chose de très simple, ça ne serait pas effectivement de venir aux aspects ABCD comme on a aujourd'hui sur les barquettes de sandwich qu'on achète, où vous savez s'ils sont gras, pas gras, parce que vous savez que c'est basé sur une norme nationale ou internationale qui est fiable, et donc du coup, vous savez qu'en lisant la lettre, vous avez déjà une indication. Et comme disait Jérôme, effectivement, aujourd'hui, quand je passe un fichier pour le consulter sur Panopto ou sur Zimbra ou sur YouTube, en fonction de l'endroit où il va être placé, sur un cloud aux États-Unis ou ailleurs, ou en France, ou sur les serveurs de la DDN, ça va avoir effectivement un impact différent. Et peut-être qu'effectivement, si on arrive à construire, alors ça ne va pas être simple, mais je pense que ça peut se faire, ça peut s'envisager sur la durée. Si on arrive effectivement à coder ça sous forme de lettres, l'usager, quand il va vouloir envoyer un fichier, il va savoir, tiens, sur Panopto, peut-être c'est du A, sur Teams, c'est du C, etc., etc. Donc ça peut être une bonne un numériscore, tu veux qu'on fasse quoi? Exactement. Pas le Nutri, mais le numériscore, quoi. Un numérique green score. Numérique green score, ouais, c'est pas très facile à prononcer, mais on va s'entraîner. Avec green score, on prend. Ouais. D'accord. Cyril ou Taveron? Oui, mais je voulais savoir en fait s'il existait au sein de, et peut-être que c'est pour ça que vous avez aussi lancé cette étude-là, une sorte de diagnostic à l'échelle de l'UA sur les différentes pratiques, parce que ce que je pense quand tout à l'heure vous avez évoqué les 160 briques métiers, enfin, ça paraît démentiel, et donc d'imaginer faire quelque chose qui soit pour tous ces logiciels, ça me paraît compliqué, mais comme moi, vous connaissez la loi de Pareto, hein, vous savez que 20% de nos actions seulement produisent 80% des effets. Et donc, du coup, il y a peut-être une hiérarchisation à faire et de se focaliser uniquement sur vraiment les choses qui sont extrêmement consommatrices et de mettre le paquet là-dessus en termes d'informations, de tutos, etc. pour nos collègues. Et puis, les choses qui sont effectivement, qui pourraient améliorer, mais qui produisent pas tant d'effets que ça, peut-être qu'il faut le laisser de côté dans un premier temps. Donc, je pense qu'il y a vraiment, si on veut pas se perdre un peu dans la multitude des tâches, il y a peut-être une hiérarchie à faire dans les choses. Je pense que tu as raison, c'est un peu comme on a fait sur l'énergie ou l'immobilier, c'est l'identification des gisements. Ouais. Où est-ce qu'il y a des marges de manœuvre importantes? Voilà. Les gisements, on les a traités un peu en premier sur le numérique, c'est-à-dire que le gros gisement, c'était les salles informatiques. C'est-à-dire déjà les climatisations qu'on met pour refroidir nos équipements numériques. Et la construction d'un data center n'est pas green du tout, hein, c'est complètement consommateur. Mais l'UA a essayé de retourner je dirais, ce désavantage en avantage en disant on a 100 locaux techniques à l'université, quelles sont celles qui sont climatisées, quelles sont celles dont on n'a plus besoin d'être climatisées, quelles sont celles qui sont ondulées, quelles sont celles qui n'ont plus besoin d'être ondulées. Voilà. Et ces démarches-là, ça c'est un gros gisement. Ça c'est effectivement. Deuxième gros gisement, c'est la durée de vie d'un équipement. Donc ça, c'est pareil. Le gisement, il est traité. Les salles informatiques étaient il y a 10 ans, je crois qu'on avait un renouvellement tous les 3 ans, je crois, Pierre, à peu près, c'était ça. Maintenant, on est à 6. Donc voilà. Donc maintenant, ça veut dire que... Et après, c'est la question moi, que je voulais vous poser aussi pour faire réagir, c'est si on parle de location d'équipement, est-ce que c'est un gros mot pour vous ou est-ce que c'est quelque chose... Je dis, par exemple, votre PC, on va le louer, on ne va plus l'acheter maintenant. Est-ce que c'est pour vous un gros mot? Comme je ne vois pas de main levée, j'incite en réponse.
Pendant que les gens réfléchissent à la réponse, je précise qu'en termes de salles, parce que Thierry a parlé de salles informatiques, il y a deux sens. Il y a les salles où il y a les serveurs ou les équipements réseau d'un côté, et il y a les salles où il y a les ordinateurs qui sont mis à disposition des étudiants pour suivre les cours par des enseignants. Donc, effectivement, dans la centaine de salles serveurs où il y a des équipements réseau et des serveurs, effectivement, on va en diminuer effectivement le nombre de manière forte. On est en train de le faire. Et après, sur l'aspect effectivement salle pédagogique où il y a des ordinateurs pour les enseignements, donc il y a environ 102 salles de mémoire avec un peu plus de 2000 ordinateurs dedans. Et ces salles-là, effectivement, on remplacé les ordinateurs qui étaient dedans pour l'instant à 5 ans. Et là, on est passé à 6 ans. Voilà, pour préciser. Et pour répondre à Anne-Laure Guillaume, qui s'est présentée, effectivement, je suis désolé, je ne me suis pas présenté en commençant, mais je ne suis pas sûr que tout le monde me connaisse. Donc, je suis Pierre Solu, je suis le directeur du numérique de l'Université d'Angers. Toutes mes excuses pour cet oubli. Et il y a aussi, Pierre, les salles BYOD, en fait, parce que c'est vrai que quand j'entends parler de location, ça me fait aussi penser à l'idée, est-ce que demain, on peut imaginer, parce que la majorité des étudiants ont un ordinateur aujourd'hui, donc est-ce qu'on peut imaginer qu'il n'y ait plus de salles informatiques à gérer au sein de l'université, que les étudiants amènent leur micro, et puis ceux qui ne peuvent pas avoir de micro parce que effectivement, ils ont des problèmes de sous, alors à ce moment-là, on peut passer soit par de la location ou du prêt, comme on le fait déjà. Mais à mon avis, ça va être beaucoup moins en termes de coûts que de gérer toutes ces salles informatiques, quoi. Enfin, je sais pas. Alors, ça me rappelle un peu ce qu'on a essayé de faire, mais ça n'a aussi pas été une réussite avec la communauté éducative, parce que faire la mémoire qu'on en a, avec Pierre pourra confirmer, c'est que la discussion qu'on a eue, y compris dans la composante que tu as pilotée pendant l'année, c'est que faire un enseignement en environnement hybride, ça veut dire avec plein d'ordinateurs différents, c'est pas si facile que ça. C'est un peu le retour que nous ont fait les collègues enseignants, ce que je peux se comprendre. Et peut-être qu'on n'avait pas la maturité due à la crise Covid aussi, il y a peut-être ça aussi. Peut-être que la question, il faut clairement la reposer. Mais c'est vrai que les chiffres de l'ADEME, c'est quand même que 70% de la pollution numérique vient des équipements personnels et professionnels. Donc la durée de vie, c'est un enjeu majeur, comme l'a dit Pierre. Et le fait qu'on augmente, ça va être essentiel. Peut-être on arrivera un jour à aller jusqu'à 10 ans. Ce serait quand même l'idéal. Mais en moins, ça ne résout pas tous les problèmes, comme tu l'as dit. C'est qu'on a quand même encore 102 salles physiques. Donc le BYOD, c'est une piste. Peut-être qu'il faut qu'on la réactive. On va la noter, voir ce qu'en pense la communauté en 2023. Peut-être qu'elle a changé en termes de. Peut-être que je sais pas, il n'y a pas d'étudiants dans la salle. Non, peut-être non. On a des enseignants. Il y a Frédéric aussi. Ouais, je vais faire Frédéric, Frédéric. Le pauvre, il est arrivé. Bonjour, vous m'entendez? Oui. Oui, bonjour, il Anaïs. Moi, je suis étudiante. Oui, super. Bienvenue. Voilà. Bienvenue. Merci beaucoup. Si on peut avoir votre point de vue sur cette question, ça nous intéresserait. Oui, bien sûr. Alors, déjà, pour vous faire part, donc moi, je suis en deuxième année de master management des établissements du tourisme sportif à Saumur. Dans ma promotion, actuellement, nous sommes 30. Et à Prorata, il y en a une quinzaine d'étudiants pour un PC, une quinzaine d'étudiants sans PC. Donc, c'est vrai qu'on a aussi beaucoup de cours, nous, en salle informatique. Et je trouve qu'elles sont encore intéressantes d'avoir les salles à disposition, parce que beaucoup d'étudiants n'ont pas forcément la possibilité d'amener leur PC ou n'ont pas de PC. Après, pour rebondir aussi sur Zimbra et l'envoi de mail, personnellement, je ne vais jamais sur Zimbra parce que je l'ai relié directement à ma boîte mail perso. Et par contre, je sais que certains de mes camarades n'y vont jamais. Et du coup, il y a un stockage de mails, mais vraiment très conséquent sur Simbrac et aucun vidage n'est fait. Voilà. Ok, effectivement. Après, qui ne consulte pas, alors là, je ne suis pas enseignant-chercheur, je me le permets, qui ne consulte pas, ce n'est pas tout à fait normal quand même. Après, le stockage, alors je pense que de toute façon, on a une fermeture des comptes au bout de, si je prends pour les étudiants, hein, vous rentrez en année N, il y aura de toute façon une suppression en N+2, Pierre, c'est ça, N+2 ou N+3, c'est ça. Donc de toute façon, il y aura une durée, on est bien d'accord. Oui. Mais on a déjà traité cette partie-là. Par contre, ça lève un autre souci, c'est pourquoi de la non-consultation, mais ça, c'est un autre sujet. Et après, le renvoi sur une autre boîte mail, c'est bien et pas bien.
Au niveau stratégie, je comprends tout à fait. C'est plus simple pour vous. Et au niveau écologie, c'est pas bien parce qu'en fait, vous multipliez les trajets. Mais j'imagine qu'effectivement, en usage, je comprends tout à fait l'usage. Mais ça n'a pas d'impact écologique, c'est une question, hein, je me posais. Le fait de stocker pendant 2 ans des mails qui ne sont pas consultés, comme le disait Anaïs, ça n'a pas un impact en termes de consommation énergétique quand même? Non, parce que c'est mis en archive. Enfin, là, on parle technique, mais je pense qu'ils sont mis en retrait. Non, c'est une question. Ça fait parce que vu le nombre d'étudiants qu'on a à l'UA quand même, Mais si la moitié, si Ouais. 13 000 ne consultent pas les milliers de mails qui reçoivent chaque année, ça va faire un paquet quand même au bout du compte, hein. Alors, Ouais. j'aurais tendance à penser que c'est quand même Madame Anaïs Hilaire, elle fait partie d'une partie relativement faible de l'université, parce qu'il y a quand même un nombre d'informations qui sont envoyées par les scolarités, par les composantes, par les enseignants via le mail qui est relativement importante, et que des étudiants ne consultent jamais leur boîte mail. Je pense que c'est quand même une partie faible de la communauté, mais peut-être que je me trompe. Par contre, je reviens à votre remarque, je tutoie Anaïs. Pourquoi il n'y a pas de consultation? C'est-à-dire que l'information qui passe par les mails n'est pas pertinente, ou c'est parce que vous trouvez l'information ailleurs? Votre micro est coupé. Alors, du coup, déjà, je sais que pour beaucoup, personne n'ouvre les newsletters. Honnêtement, on en reçoit D'accord. un paquet considérable par jour. Ouais. Vraiment, par jour, je dois supprimer au moins 5 newsletters de l'université qui sont parfois même renvoyés par notre service scolarité, du coup, nous à Saumur. Donc, on a souvent des doublons. Et on va dire que moi, personnellement, je prends le temps de les ouvrir. Ma déléguée prend également le temps de les ouvrir. Et quand il y a des informations très pertinentes, on fait une capture d'écran et on envoie ça sur le groupe de la classe et tout le monde a les informations. Et votre groupe, je suis curieux, vous allez me dire, le groupe, c'est un groupe Teams ou c'est un groupe WhatsApp? C'est un groupe Un groupe Moodle. On est sur Messenger. Sur Messenger. Non, je voulais pas paraître trop vieux. Groupe Messenger. En fait, voilà, vous communiquez comme ça, en fait. Non, ça m'intéresse d'avoir les cheminements, parce que ça veut dire que vous avez 10 fois la même chose qui sont relayées par le service com, les scolarités, les administrations. En fait, c'est ça que ça signifie, en fait. D'accord. Oui. Mais ça renvoie à la question de ce que disait Cyril, ça veut dire qu'aujourd'hui, on n'a pas une vision précise des usages des uns et des autres. C'est ça. Et que ça mériterait peut-être qu'on s'attache à une enquête spécifique, de connaître les usages, parce que ce que décrit Anaïs, à mon avis, c'est valable pour plein de communautés d'étudiantes. Moi, je pense aussi, ouais. Ils ont chacun a son réseau de prédilection, et puis peut-être ils font circuler les informations qu'ils considèrent comme vitales sur des réseaux, que ce soit WhatsApp, Insta ou ce que vous voulez. Les groupes promo, moi j'y crois, c'est-à-dire qu'ils ont tous un groupe promo sur lequel c'est là la vraie info, en fait, qui passe, je pense. Non, c'est une bonne information, merci. Malheureusement, autant pour nous, je pense que les emails, effectivement, ça reste quand même c'est quand même pratique, mais je crains que pour nos étudiants, effectivement, ils vont nous traiter de boomers, hein, mais c'est clair qu'on est has-been, quoi, avec les emails, quoi, pour communiquer avec eux. Has-been ou non, c'est-à-dire que c'est fait partie de notre manière professionnelle de communiquer, mais elle n'est pas bonne vis-à-vis de notre population étudiante. Et c'est ce qu'on leur dit, hein, quand on fait, au début, ils arrivent en L1, la NTU, on leur dit, la boîte email, c'est au moins juste une fois par jour, mais une fois par jour pour ne pas louper d'informations. Mais bon, on voit bien, là, ce que dit cette étudiante, c'est qu'il y a d'autres façons de... Voilà. Mais effectivement, une enquête, comme dit Stéphane, je pense que ça pourrait être de revoir un peu les flux d'infos. Et pourquoi il y a tant de relais? Parce que si on reçoit 5 fois la lettre d'information, c'est pas normal. Enfin, il y a un moment, c'est... Ouais, ok. Alors, juste pour conforter l'image de boomer, donc si on crée des emails, c'est parce qu'effectivement, on a mis en place un certain nombre d'outils, en particulier des listes de diffusion qui sont automatisées. On gère plus de 1000 listes d'étudiants et de personnel qui sont automatisées tous les ans. Et mettre en place une solution pour actualiser des listes qui seraient à jour d'étudiants sur d'autres outils, c'est un travail supplémentaire et qui serait complexe, parce que chaque fois qu'un étudiant va changer et va dire moi je veux plus sur Instagram ou sur un autre outil, si on veut le faire, ça va être une charge de travail importante. On n'y arrivera pas. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres réactions? Je vais rappeler Frédéric quand même, comme c'est un enseignant aussi de... Non, ton micro est coupé, je ne sais pas s'il nous entend. J'en reviens à mon problème de location, là, le temps qui se... Si c'est des locations de PC pour les enseignants ou les chercheurs,
Comment vous verriez ça? Parce qu'on parlait effectivement de biode, mais ça c'est pour les étudiants. Pour votre info, hein, pour alimenter la discussion, actuellement on a à peu près entre 10 et 12 000 équipements connectés au réseau. Alors c'est pas que des PC, bien évidemment. On est à peu près moite-moite, hein, en 5-6 000 PC. Et le reste, c'est des équipements, on disait de la visioconférence à l'époque, mais des équipements de GTC, c'est-à-dire des équipements qui permettent de rendre intelligents les bâtiments, des sons, des températures, des clims, etc., etc. Et ça fait 12 000. Et en biode, on a à peu près 12 000 PC différents par jour de connectés. Donc en gros, on a 24 000 sur une journée de gens qui se connectent dessus. Donc ça veut dire qu'on les 12 000 qu'on a, c'est des trucs qu'on a achetés, on a 6 000 PC, on les achète. Est-ce que si on passe sur un mode loué total, un PC d'un enseignant, de vous, est-ce que ça vous gêne? Comment vous voyez ça? C'est-à-dire que c'est pas un, voilà, je sais pas si... Sur le principe, je trouve pas ça gênant, mais je vois pas en quoi c'est plus écologique, en fait, j'ai du mal à comprendre. Parce que la location, en fait, on peut trouver des choses où il est déjà été recyclé. Et trouver tout un process, en fait, derrière. Je dis pas que ça marche. Après, il faut une étude plus précise, mais déjà, il faut qu'on ait, s'il n'y a pas des réactions dans la communauté, complètement, je dirais... En fait, ce qu'on propose, c'est d'étudier le fait que dans le cycle de vie d'un ordinateur, il peut être fourni neuf au début de location à un enseignant, mais une entreprise peut arriver à le recycler pour le redéployer dans une autre communauté. Et c'est un processus qu'aujourd'hui, on ne maîtrise pas bien parce que nous, au bout d'un 110 ans, qu'est-ce qui se passe? Soit il est redispatché dans des associations, soit il finit à la benne, la benne de recyclage, quoi. Moi, je pense que les collègues, c'est comme ce qui ça que ça se t'intéresse, passe. c'est pas forcément d'avoir un truc neuf, c'est que quand tu le ramènes sur un truc, c'est que ça marche, quoi. Si ça marche et que, que l'écran n'est pas cassé au milieu, etc., il n'y a pas de problème. Je pense que le collègue, il s'en fiche, quoi. Mais faut que ça marche, parce qu'on sait bien que les ordinateurs, au bout d'un moment, ça Je marche pense que quand la même moins question de Thierry, elle est liée à l'intime fait que parfois d'être propriétaire entre guillemets d'un équipement, c'est mieux géré que si on te le prête pour une durée déterminée, c'est-à-dire, tu vois, Ouais. c'est comme pour les voitures individuelles et les voitures en location. Est-ce que les gens sont prêts aujourd'hui de passer d'une voiture qui leur appartient à une voiture qui ne leur appartiendra jamais, qui sera juste louée un certain nombre d'années? Pour moi, on est dans la même démarche que pour les autos, par exemple. Mais est-ce qu'on est prêt, la communauté? Est-ce que si demain on présentait ça, Faut essayer. c'est parti des pistes, hein. J'avoue qu'au niveau de la location, alors bon, je connaissais pas trop, ça me fait un peu bizarre, mais c'est parce que Enfin, il y a un côté rassurant à savoir qu'on est le propriétaire de son ordinateur. Je saurais pas bien expliquer pourquoi, mais par contre, on est pas mal bloqué, je pense, par les marchés de l'université, et je me dis que l'achat de matériel, l'achat de matériel reconditionné. Je pense par exemple parce que c'est celui que j'ai en tête, hein, à Back Market. En tout cas, avoir du matériel qui a été reconditionné mais qui n'est pas neuf, moi, ça ne me poserait pas de problème en fait. Et si pareil, derrière, une fois que le matériel informatique il a été utilisé et qui doit être changé, si au lieu d'être jeté, il est vendu ou donné à ces organismes de reconditionnement, pour être utilisé derrière par d'autres personnes. Moi, je trouve que c'est super ce genre de choses, parce que tant que l'ordinateur il marche, moi, j'ai pas besoin qu'il soit neuf. Enfin, tout ce que je veux, c'est qu'il fasse ce dont j'ai besoin. Au final, c'est le plus important. Et avoir du matériel reconditionné, j'ai l'impression que ça se développe de plus en plus. Oui, ça se développe. Après, c'est un pas, je pense, effectivement intellectuel à faire. Après, il y a effectivement des problèmes de marché, mais il y a des problèmes comptables aussi, puisqu'on passe de l'acquisition à de l'investissement à un autre mode. Donc, il y a ces petits éléments à voir ça. Après, les services achats, ils s'adaptent. Ils sont très ouverts à ce genre de... On l'a faut pas oublier qu'on l'a fait pour les étudiants pendant la crise Covid. Donc, Exactement. Oui. on saura faire. C'est juste le passage. Ce qui peut être difficile à absorber par la communauté, c'est le passage à l'échelle. Parce que pour avoir des effets importants en termes de transition, il faut que ça ne soit pas juste 2 ordinateurs par an. C'est qu'on le fasse pour des milliers par an. Et donc là, c'est la question d'un effort collectif au lieu d'aller sur un bien commun collectivement, même recyclé, même reconditionné, plutôt qu'un bien neuf dont on a le sentiment qu'il nous appartient parce qu'il nous est acheté à un moment donné et fourni jusqu'à sa pseudo fin de vie, quoi. Et on passerait sur un autre mode, quoi. Donc, Mais est-ce qu'on a vraiment le choix de toute façon? Parce que je me souviens de la conférence que justement, je crois, Thierry Auger, vous aviez organisée avec la dame qui était venue de Paris, là. De MIR, l'association MIR. Voilà, ouais. Bon, il me semble que dans mon souvenir, elle nous avait dit que de toute façon, pour des problèmes de composants, etc., il y avait quand même une vraie question sur est-ce qu'on va pouvoir continuer à fabriquer comme ça des ordinateurs pendant les 50 prochaines années? C'est pas sûr quand même, hein, donc. Non, la réponse est non. Je vais vous mettre le site en ligne dans le chat. C'est une association
qui milite pour un usage numérique un peu responsable. Bon, c'était quand elle était venue, c'était au mois de septembre, je crois, en lettres. Ouais. C'était comment dire, une entrée en matière, parce que c'est souvent fait, son discours est fait pour des collégiens et des lycéens. Quand on arrive dans un milieu universitaire, je pense que nos étudiants demandent un petit peu plus techniquement, mais j'ai trouvé que c'était, en revanche, ça posait clairement le problème et que c'était très clair, et c'est pour ça que j'avais bien aimé son intervention. Je vous ai mis le site web, vous pourrez voir, ils font des conférences. Bon, je n'ai pas d'action chez eux, c'est une association loi 1901. La question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'on le fait par la contrainte? C'est-à-dire, on dit à tout le monde, on n'a plus la moyen d'acheter des ordinateurs neufs avec des composants et des minéraux rares qui sont très compliqués et qui coûtent très cher à extraire, etc. Ou est-ce qu'on le fait parce qu'on enclenche à la fois chez les étudiants et les personnels, ce que disait Pierre sur le volet de la formation, et puis sur le volet de dire que c'est un effort collectif pour la planète, pour ce qu'on va laisser aux générations qui suivent. Tu vois ce que je veux dire? On peut essayer de l'apprendre de deux manières, en lui en disant, de toute façon, pour des questions économiques, financières, des questions de transition, il faut qu'on soit comme ça et pas autrement. Ou est-ce qu'on le fait avec le volet de formation? Tu vois, il pourrait y avoir deux approches très différentes. Mais ces deux approches sont liées, en fait, parce que on peut très bien il faut évidemment le présenter aux collègues en disant, à mon avis, que c'est un enjeu écologique et ça fait partie aussi des valeurs que l'université veut porter, et tout ça, c'est vrai. Et ça, je pense que les collègues, ils vont largement l'entendre. Et puis, en toile de fond, on sait de toute façon qu'on va être contraint de toute façon à un moment de le faire. Donc, soit on le fait avec des valeurs qu'on porte collectivement, soit de toute façon, un jour, ces valeurs-là nous seront imposées, entre guillemets. Elles ne sont pas des valeurs, justement, elles nous seront imposées. Oui, mais c'est un peu le même problème que les voitures et les vélos, quoi. C'est-à-dire que tu dis à tout le monde, quand vous pouvez, venez à vélo, mais tout le monde te demande la place de parking au pied du bureau. C'est-à-dire que tout le monde veut bien faire un effort collectif quand c'est le voisin qui le fait. Ouais. Tu comprends ce que je veux dire? Et donc, la problématique que nous, on aimerait bien porter, c'est parce que les effets, on ne les verra si on fait ça à grande échelle. C'est ce que je disais au départ. Donc, ça va être un effort où il va falloir que tout le monde s'engage, y compris le PUPH de santé qui va nous dire, mais vous êtes un peu fada. Moi, d'ailleurs, j'ai des malades. Hors de question d'avoir un ordinateur recyclé. Je ne sais pas pourquoi, parce que peut-être qu'il a plus de chances de tomber en panne. J'en sais rien, tous les arguments sont bons. Ouais. Pas. Tu vois ce que je veux dire? C'est comment on engage 90% de la communauté dans ce choix différent. Et voilà, c'est juste pour se dire, est-ce qu'on appuie sur la contrainte tout de suite, ou est-ce qu'on appuie la contrainte avec de la formation, comme disait Pierre? Est-ce qu'on maille tous les dispositifs dès le départ, y compris chez les étudiants, hein? Ouais. Il y a Jérôme qui demande la parole. Oui, je pense que l'axe éthique qui peut être intéressant, parce que si on veut viser ce qu'il faudrait faire, c'est viser longévité et sobriété. Les objets numériques, aujourd'hui, ils ont des conséquences environnementales tout au long de leur cycle de vie. Il ne faut pas oublier que la phase de fabrication, elle est aussi énergivore que la phase d'utilisation du produit par les consommateurs. Donc, du coup, si la production de composants qui sont indispensables aux écrans, aux puces électroniques, ils sont limités. On voit bien au niveau stratégique aujourd'hui tout ce qui se passe en Ukraine, les problèmes d'approvisionnement de matières premières que ça va engendrer. Dans quelques dizaines d'années, ces produits rares seront très 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 contraints, et ça peut être intéressant aujourd'hui de surfer un petit peu sur la vague éthique, de dire visons sobriété et longévité pour nos objets numériques. Est-ce que vous voyez d'autres axes? Parce que là, j'avais lancé C'était pas moi de lancer le débat, en fait, sur la location, mais j'en ai profité. Est-ce que vous voyez d'autres éléments, d'autres axes de... Alors, moi, ceux qui n'ont pas encore parlé, peut-être. Vas-y, Pierre, pardon. Excuse-moi, non, vas-y, Pierre, excuse-moi. Je veux bien laisser parler les autres. Moi, je pense qu'effectivement, la location, je suis pas complètement persuadé que ça va nous apporter des choses très positives. Pour moi, l'axe qui me paraît le plus efficient, c'est la durée de vie des équipements. Je pense que la location, c'est intéressant pour des usages à durée courte. C'est-à-dire qu'on a un groupe qui vient, un groupe d'étudiants qui vient pour 2 mois et effectivement, après le truc s'arrête. Effectivement, la location, ça a vraiment un sens et je pense qu'effectivement, ça, c'est utile. Et je rappelle quand même que dans le marché Matinfo 5 auquel on vient de souscrire, il y a des possibilités d'acquérir des solutions en location. Donc, pour ces usages-là, je pense que c'est intéressant. Pour des usages de longue durée, je pense que la location, c'est moins intéressant financièrement. Par contre, la durée de vie,
Ça, c'est important. Comme je l'ai dit, dans les salles pédagogiques, on est passé de 5 à 6 ans. Je pense qu'aujourd'hui, les équipements sont de plus en plus fiables. En plus, les tarifs sont fortement négociés parce qu'on a un volume, le marché public qu'on utilise, il est avec un grand nombre d'universités. Donc, c'est vraiment un gros paquet de millions d'euros de chiffre d'affaires. Et donc, du coup, on arrive à avoir des tarifs très tirés. Et donc, du coup, on peut acheter des configurations qui sont un peu plus musclées. C'est ce qu'on a fait à la dernière CPN, de manière à ce que les équipements, effectivement, puissent durer plus longtemps. Et si on passe avec une machine qui avant était sur 5 ans, qu'on renouvelait au bout de 5 ans, eh bien, on passe aujourd'hui, on est déjà à 6. Si on passe en 7 à 8, ben, là, je veux dire, le pourcentage de greenitude, il est vraiment proportionnel. Hein. La machine qu'on va mettre sur 8 ans, elle va effectivement, comme le disait Jérôme, c'est la production qui est quand même une empreinte carbone forte. La machine qu'on garde 8 ans, l'empreinte, elle est vraiment rapport à la durée de vie de l'appareil. Oui, Jérôme. Oui, c'était pour compléter ce que tu disais. Ce qui peut être aussi intéressant, en plus de la longévité, c'est de choisir des appareils qui sont porteurs de labels environnementaux. Économes, recyclables, réutilisables, réparables, voilà. Alors, je rebondis là-dessus, c'est-à-dire que si on dit donc durée de vie, ok, les labels, moi je pense à réparation. Est-ce que ce serait intéressant, utile, pas utile d'avoir un service ou, je sais pas, des associations où on fait un système de réparation d'ordinateur? Vous allez me dire, c'est plus trop d'actualité. Moi j'ai connu ça dans une vie. Si, c'est super utile, je pense, mais c'est très très cher aussi. C'est ça le problème. Ça dépend ce qu'on appelle in fine, cher. c'est quelque chose qui va revenir économiquement, c'est plus. Non, je pensais par exemple à nous, nos collègues qui sont en périphérie, ils savent très bien réparer les ordinateurs, c'est leur métier. Et on l'a fait pendant des années. Depuis, j'ai remarqué que ça fait à peu près 7 ans qu'on ne le fait quasiment plus. On n'achète plus de cartes de réparation, on n'achète plus rien. Est-ce que ce ne serait pas intéressant dans un cadre privé, professionnel? Je pose la question, hein, c'est pas, je ne dis pas que c'est la bonne solution, c'est une question qui m'interroge en disant durée de vie des équipements, pour moi, c'est réparer aussi. Je suis complètement d'accord, oui. Oui, c'est intéressant. Ça se fait, ça commence à se faire de plus en plus au niveau. Enfin, je sais pas. Moi, j'habite sur Angers et il y a par exemple dans les mairies de quartier ou dans les. Oui, c'est ça, c'est les mairies de quartier. Il y a des ateliers réparation de tout ce qui est appareil électronique, on va dire, pas que les ordinateurs, quoi, mais. Donc oui, ça se fait de toute façon. Ça recommence à se faire de plus en plus. C'était quelque chose qui se faisait avant. Oui, ça se faisait beaucoup. Je ne sais pas si on a une étudiante, elle est toujours là. Je ne sais pas si pour vous, ce serait intéressant, c'est un service qui vous intéresserait en tant qu'étudiante, que vous arriviez avec votre PC, le faire réparer, ou je ne sais pas, le faire évoluer, des conseils. Je pense que oui, honnêtement. Moi-même, je sais que cette année, dans ma classe, on a eu plusieurs étudiants qui ont eu des craquages de PC, qui ont, entre guillemets, tout perdu. Et c'est vrai que à ce jour, nous, nos salles informatiques, on n'y a pas tout le temps accès, il faut demander des accès de réservation. Donc oui, je pense que ce serait intéressant. Vous êtes sur le site de Saumur, hein, bien d'accord, hein, oui, tout à fait. Ouais, c'est ça. Oui. Alors, juste pour compléter la discussion, donc je pense que une bonne partie d'entre vous l'ont vu passer, mais peut-être pas tous. Donc, on a mis en place depuis quelques mois donc, un service constitué par des étudiants qui vont assister les étudiants en difficulté. Donc, le service a été ouvert il y a quelques mois sous forme d'une équipe qui répond aux sollicitations en présentiel et aux sollicitations via l'outil de ticketing. Et là, on vient d'ouvrir cette semaine l'ouverture d'un numéro téléphonique d'appel pour compléter donc l'offre assurée par cette équipe. Et dans ce cadre-là, effectivement, parmi les fonctions qu'on demande aux étudiants qu'on recrute et qu'on rémunère pour ça, qu'on va leur demander. Donc, il y a une partie, effectivement, préparation des ordinateurs de prêt aux étudiants en difficulté qui n'en ont pas, dont certains, effectivement, sont des ordinateurs recyclés. Et il y a aussi un service de réparation, parce qu'il y a un certain nombre d'ordinateurs, effectivement, qui reviennent, qui sont plus en état de fonctionner, effectivement, donc rajouter des barrettes mémoire, éventuellement faire avec 2 PC détériorés, arriver à en refaire un qui fonctionne, ce genre de choses. Donc on est en train de réfléchir à cet aspect-là. Mais effectivement, c'est intéressant d'avoir le retour des personnes dans la pièce pour savoir effectivement si c'est quelque chose qu'il faut qu'on continue à faire.
Moi, je me rappelle, dans mon ancienne vie, j'étais dans une autre université où j'avais des thésards, j'étais dans un labo. Et combien de thésards j'ai sauvés parce que leur thèse était sur un pauvre équipement qui est tombé en panne. 3 jours avant de passer sa thèse, enfin, j'exagère un peu, je grossis le trait volontairement, mais on a passé des soirées à essayer de récupérer leurs 3 ans de travail, quoi. C'est pour ça que je me permets de lancer cette idée-là. Cyril, tu voulais intervenir? Oui, j'avais une question par rapport au logiciel en général. Je ne sais pas si ça a un impact écologique, mais est-ce que ça pourrait en avoir un d'imaginer de tout passer en logiciel libre à l'université d'Angers? En gros, Non, je sais pas. Enfin, plus de Windows, plus de Microsoft, et de passer tout en Linux et que en logiciel libre. Est-ce que c'est pertinent ou alors ça n'a aucun impact écologique? J'en sais rien. Alors, c'est toujours. Vas-y, Pierre. on utilise les logiciels libres chaque fois qu'il y a une solution libre qui correspond à nos besoins. Donc ça, on le fait déjà. Donc on a un certain nombre de nos serveurs qui sont sur des systèmes d'exploitation libres à base de Linux. Et on a un certain nombre de logiciels. Effectivement, chaque fois que c'est possible, on le fait. On pourrait imaginer de le faire plus. Après, je ne suis pas sûr que ça ait un impact sur l'empreinte particulièrement. Parce que si votre PC il est sous Windows ou pas sous Windows, c'est pas ça qui va le faire plus ou moins green à mon sens. Par contre, il y a un axe qu'on peut développer, qui est très peu développé, mais qui devient fort, c'est le développeur, en fait, qui a un impact fort, lui. Je m'explique, quand vous développez une application, par exemple, vous développez un site web, vous avez des mécanismes qui permettent d'aller chercher une image, vous savez, pour que ça clignote au bon endroit, avec un beau petit fond, etc. Et souvent, le développeur, il ne s'embête pas, il va le chercher dans une base d'images. Et en fait, il la reprend et il la télécharge à chaque fois que vous faites un clic. Et si c'est au bout du monde, vous avez fait 10 fois le tour de la Terre quand vous avez fait 10 clics, quoi. Enfin, je grossis le trait, mais c'est ça. Et donc, il y a des mécanismes, effectivement, des travaux qui se font et des formations qui se font maintenant, licence, maîtrise et école d'ingénieur, sur la manière de développer. Donc, il y a un axe, effectivement, là-dessus, mais qui est restreint dans l'université. C'est les développeurs qui apprennent à développer de manière un peu plus, je dirais, green IT, entre guillemets. Alors, j'ai pris l'exemple de photo, mais il y en a d'autres. Hein, il y a d'autres phénomènes de ce type-là qui peuvent arriver. Après l'usage des logiciels libres, je note, je ne sais pas répondre officiellement. Il y a Jérôme qui demande la parole. Côté logiciel, en fait, ce qui peut avoir un impact, c'est la protection contre les virus et les malwares. Voilà, qui peuvent faire travailler votre PC à votre insu, causant éventuellement des pannes, mais aussi pouvant avoir une activité au niveau de la machine très importante. Donc, consommation d'énergie. Moi, je vais m'adresser encore à Anaïs, hein, c'est la seule étudiante, je suis désolé, on va profiter de votre présence. Et qu'est-ce qui vous manquerait comme ça? Vous allez me dire l'info, vous l'avez par mail et c'est compliqué. Mais qu'est-ce qui manque à l'université en termes de numérique responsable? Est-ce que c'est des infos, des actions? Quand vous êtes étudiant, quand vous arrivez à l'université, quelles questions vous posez en fait là-dessus? Est-ce que ça fait partie de vos questionnements ou pas, d'ailleurs? À première vue, je ne pense pas que ça fasse partie des questionnements des étudiants en général. Peu d'étudiants sont informés du coup de tout ce qui est impact sur impact numérique et leur empreinte numérique. Moi, j'ai quelques connaissances très vagues parce que je suis aussi animatrice en environnement, donc je dois m'y intéresser un peu. Mais je pense quand même qu'au tout départ, c'est pas encore quelque chose qui est intégré chez les étudiants. Donc, si on parle de fresque du numérique, vous pensez que ce serait intéressant de le mettre dans un cursus ou au moins dans des actions comme ça, sur les campus? Comme la fresque du climat. Oui, je pense que oui, ce serait intéressant et nécessaire de le faire pour mettre ça en avant et que les étudiants puissent prendre connaissance en fait. D'accord. Oui, effectivement, moi je pense qu'il y a quand même un gros problème d'information, que ce soit pour les étudiants ou pour les personnels. Moi, je suis Sigrid, je suis ingénieure à la Maison de la Recherche en fac de lettres. Et hier, on a fait, avec mon labo, donc, qui s'appelle ESO, Espace et Société, on a fait une matinée d'information pour les collègues. Donc, c'était ouvert aux personnes d'ESO qui sont à Angers, mais aussi, il y avait aussi des gens de Rennes et de Nantes. Et puis, c'était aussi ouvert au personnel de la MRGT.
Donc, il y avait 14 personnes à peu près en visio et on était 6 en présentiel. Et donc, on a fait une matinée nettoyage des données numériques où d'abord, on a fait débat, échange, bonnes pratiques. Et c'est vrai que la plupart des gens qui étaient présents, c'était surtout des enseignants-chercheurs. Ils n'avaient pas beaucoup d'informations, en fait, sur le numérique, l'empreinte environnementale du numérique. Donc, je pense qu'il y a déjà une première action à faire, ça serait une action d'information. Et là, je vois malheureusement qu'on n'est quand même pas très très nombreux, même s'il y a eu l'information est passée dans la newsletter, l'information, de ce webinaire là ce midi, c'était en première page du site de l'université. Enfin voilà, il y a quand même eu on a été informé de ce webinaire et puis on est quoi, une dizaine, 10-12. Donc on n'est quand même pas très très nombreux. Donc voilà. Je pense que les gens, ils vont commencer à être sensibilisés par rapport au climat ou des choses comme ça, mais par rapport au numérique, c'est complètement. Ça fait pas très longtemps qu'on en parle, donc les gens ils sont pas au courant. Hein. Il y a Frédéric qui souhaite s'exprimer. Oui, bonjour à tous. Bonjour. Alors, pour le coup, je suis enseignant, je suis l'enseignant Frédéric. numérique. Salut à ce que je connais. Alors, pour ce qui est de l'enseignement, si, il y a quand même une formation sur l'écologie et l'impact du numérique dans l'écologie. Enfin, normalement, et je pense à peu près dans toutes les composantes, les étudiants sont formés et passent quelques heures quand même à discuter ou à entendre parler de ça et sont sollicités à revoir l'utilisation qu'ils font de leur téléphone en stockant des milliers de photos, de leurs ordinateurs aussi, en faisant des mises à jour du stockage sur plusieurs plateformes, ainsi de suite. Je pense que si quand même on en parle, malgré tout, on n'en parle peut-être pas assez, mais l'accroche n'est pas énorme non plus de la part des étudiants. Quand on aborde ce volet-là, oui, ils sont intéressés par l'écologie, oui, ils veulent préserver la planète et consommer moins d'énergie, mais finalement, quand on leur dit, vous stockez, je sais pas, 10 000 photos sur votre téléphone, vous les dupliquez sur votre ordinateur, vous les avez aussi dans un cloud, tout ça, ça consomme en stockage, en transit et le reste. C'est difficile c'est difficile, c'est notre boulot aussi de les faire accrocher à ce genre de choses, mais je ne suis pas tout à fait donc d'accord avec le fait qu'il n'y a pas d'information de données, pas de formation de données là-dessus. Le PIX et l'enseignement de la culture numérique fait ça normalement. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire là-dessus et je trouve ça Frédéric, c'est quel volume d'étudiants d'étudiants aujourd'hui? C'est quel volume d'étudiants sur l'UA? C'est notre collègue étudiante qui nous a dit ça. Oui. Et puis moi, Voilà. ma remarque concernait surtout les personnels. Mais... Alors, quel volume d'étudiants, à peu Stéphane? près aujourd'hui, est-ce que tous les étudiants de tous les cursus dans leur formation ont une éducation aux questions numériques, y compris celle-là environnementale, mais dans leur où c'est 3 000, 4 000, on est resté dans ces eaux-là à peu près par an. Alors, tu vois, je ne sais plus les chiffres. Donc, ça va dépendre assez fortement du volume horaire qui est alloué à l'enseignement du numérique dans chaque composante. Mais de toute façon, tous les étudiants qui passent le PIX ont un volet écologie, enfin transition. Donc là, nous, alors là, je vais parler pour l'Estua. Tous les étudiants de L1 ont l'information. En lettres, Cyril, tu dois savoir plus, mais bon, évidemment, vu les contacts et l'antériorité que j'ai avec les lettres, je sais que tous les étudiants qui ont un enseignement numérique ont cette information-là aussi. Ça veut dire que au cours du cursus L, ils ont tous eu l'information. En droit, pour travailler aussi avec Nathalie, je sais que c'est fait. Et après, j'ai moins de contacts et moins d'informations, mais normalement, c'est pas mal fait quand même. Hein. D'accord, ok. Je confirme ce que dit Frédéric. Je pense que 99% de nos étudiants ont une information, mais ça pose la question aussi justement de l'enseignement du PIX. On en parlait justement avec les collègues en lettres il n'y a pas longtemps, de savoir s'il fallait
centrer cette information sur l'utilisation des logiciels type Word, Excel, etc., qui n'est peut-être pas forcément pertinente, ou vraiment faire un enseignement sur la culture numérique et justement d'intégrer tout ce dont on est en train de parler sur du numérique, une utilisation des bonnes pratiques, etc. Ça serait sûrement plus pertinent pour la génération à venir. Et cette semaine particulièrement, moi, j'ai passé avec les L2 que j'ai à l'Estua, j'ai fait ce travail de nettoyage et de sensibilisation particulière. Je les ai tous invités à venir à ce webinaire aujourd'hui aussi. Voilà, après, ça prend pas, mais en tout cas, pour certains, je pense que beaucoup d'enseignants quand même font ce travail-là, j'espère, et j'en doute pas. J'arrête là, j'interviendrai plus. Non, mais l'intérêt de tous ces échanges, c'est de savoir aujourd'hui comment on amplifie ce phénomène d'information, de formation, parce qu'il n'y a pas que de l'information, parfois c'est aussi de la formation pour certains. Pour certains de nos collègues, envoyer un mail avec un lien, ça relève de la formation. Enfin, cliquer sur le bouton faire un lien et copier le lien, ça relève de la formation. Enfin, faut qu'on aille jusqu'au bout de la démarche. On a l'impression que c'est si facile que ça, mais ce n'est pas toujours. Et si aujourd'hui ces messages-là ils passent pas, malgré qu'on les enseigne ou qu'on en ait une information, il faut aussi demander à la communauté pourquoi ça passe pas, quoi. Enfin, faudrait qu'on fasse cette enquête. Je pense qu'il faudrait vraiment qu'on y travaille certainement. Peut-être la soumettre à des labos. Je ne sais pas si Cyril, si on vous soumettait une enquête qu'on écrirait nous, vous soyez capable de la critiquer, ou aussi des collègues chercheurs pourraient la remodeler pour qu'elle soit assez pertinente pour pas qu'elle ait de biais scientifiques. Mais moi, je trouverais intéressant que sur les usages et les aspects information, formation, on ait l'avis de l'ensemble de la communauté, quoi. On pourrait faire un questionnaire pour les étudiants. Alors, peut-être on l'enverra pas par mail, hein, que sur les réseaux sociaux, mais je sais pas. Mais qu'on trouve un moyen de lever un certain nombre de freins qu'on a identifiés aussi ce midi. Enfin, je pense qu'il faut qu'on y arrive, hein, parce que sinon on va rester comme pour les voitures. Tout le monde vient avec sa voiture, c'est pas un problème. Il faut vraiment qu'on arrive à trouver des actions qui vont permettre à ce que chacun fasse des efforts individuels au service du collectif. Enfin, moi, on a quand même du mal, hein, on le voit bien. Hein. Mais peut-être que l'entrée, c'est peut-être pas. Pardon, je coupe la parole à Anne-Laure Guillaume. L'entrée, c'est peut-être pas uniquement le numérique, mais c'est peut-être plus globalement les questions environnementales parce que je pense auxquelles je suis sûr que nos étudiants sont sensibles et puis les collègues aussi, et puis qu'on l'attaque par ce biais-là, en fait. D'accord, ok, je note. C'est exactement ce que j'allais dire. D'accord, ok. Peut-être même le questionnaire, l'entrée peut-être sous cet angle-là. C'est-à-dire qu'il peut y avoir un volet spécifique au numérique durable, mais avoir un volet plus sur entre guillemets les questions de transition écologique sur les campus et la vie du quotidien. Ouais. D'accord. Bah, je prends en note. Parce que tu vois les collègues là, avec les questions sur le numérique avec le Covid, ils en peuvent plus un peu, quoi. Tu vois, donc si on commence à leur faire une enquête sur le numérique, ils vont dire alors, encore une machin. Tu vois, ils vont râler, quoi. Donc ça marche. Je mettrai des petites poules en haut de l'enquête pour que ce soit bien clair que c'est environnemental. Il y a un réseau étudiant qui propose c'est le RESES, je ne sais pas si vous connaissez, moi je ne connais pas spécialement, hein, mais qui propose par exemple de faire le bilan carbone d'un campus. Ah, donc ça peut être ça s'écrit comment Ça s'écrit comment le RESES, d'accord. Oui, je vous ai mis un lien. Noté. Donc voilà, après moi ça m'intéresse aussi de participer à une enquête auprès des personnels, des labos, plus que les étudiants que je connais. C'est un public que je connais moins, hein, mais ok, voilà. On a noté, ça marche. Merci pour le lien en tout cas. De rien. Est-ce que ça pourrait rentrer dans une culture d'entreprise, ce sujet de sobriété énergétique? Alors, je fais un rapprochement par rapport à l'ADEME. Ou à l'ADEME, ils ont ce qu'ils appellent ADEME exemplaire. Et toutes les actions qui y mènent, que ce soit au niveau de la restauration, que ce soit au niveau des transports, que ce soit au niveau du travail, de la consommation énergétique des bâtiments, tout est lieu sur la sobriété. Et donc, du coup, connaissant un petit peu des personnes qui travaillent dans cet établissement, leur culture, c'est vraiment une culture d'entreprise où tout est organisé et centralisé sur cet objectif de gestion de l'énergie. Est-ce que nous, ça pourrait rentrer dans un scope identique ?
Il y a un label, le label des DRS pour les établissements d'enseignement supérieur, qui est un label, donc DDRS, ça veut dire développement durable. Responsabilité sociétale. Ouais, voilà. Ouais, mais ça, c'est pas une culture d'entreprise, en fait, parce que les 2RH, je m'y suis penché, il y a les volets formation très importants. Et c'est surtout trouver une personne qui pilote le projet, mais ça met pas une culture, en fait, dans l'université. Ça dit politiquement, l'université s'engage à faire la formation, des actions, etc. Mais alors, c'est Mais ça, Ce qui est Cyril, déjà pas mal. ouais, ah bah c'est énorme, c'est énorme. Alors là, c'est on l'a, pour répondre, enfin, pour compléter ce que dit Sigrid et Thierry, c'est qu'on l'a inscrit quand même, cette trajectoire, notamment sur Belle-Beille, hein. Le campus RSE, on l'a inscrit dans le dépôt du projet intégral qu'on vient de déposer, là, que Françoise Grelot a déposé au mois de février. On a mis un financement on a fait un partenariat avec AgroCampus et l'INRAE pour avoir une vision du campus beaucoup plus élargie, juste aux pratiques culturelles de l'Université d'Angers, mais bien aux pratiques et labels des 2RS de l'ensemble des 3 établissements, pour qu'on ait un scope un peu plus large des pratiques des uns et des autres. Et ce que dit Jérôme, moi, ça me paraît essentiel, c'est peut-être qu'on pourrait avoir un retour d'expérience de l'ADEME, moi je les connais, pour aller peut-être les solliciter sur cette notion d'exemplarité dans la sobriété. Ça pourrait aussi nous donner vous donner aux collègues à voir comment d'autres font. Il y a les 30 ans de l'ADEME, là, ce week-end, où ils organisent Mais Jérôme, toi, tu as des contacts sur des gens qui ont piloté le déploiement de cette... Des contacts très proches, oui, qui travaillent à l'ADEME, puisque ma femme elle y travaille, mais sinon, oui, je suis vraiment bien, je suis bien sensibilisé à cette problématique et je vois surtout l'impact que ça a, cet ADEME exemplaire sur l'organisation. C'est-à-dire que toute personne qui va postuler... C'est ça qui est intéressant, moi, je trouve. Enfin, c'est pas rentrer dans le moule, c'est pas stricto sensus, mais en fait, c'est abordé. C'est-à-dire comment vous concevez votre gestion des déplacements, comment vous allez... voilà, quelle est votre vision par rapport à l'énergie. Et c'est vrai que pour un établissement dont le maître mot, c'est la maîtrise de l'énergie, voilà, ils essayent d'appliquer en fait ce dont ils promeuvent. Donc c'est intéressant et ça a vraiment un impact réel. Qu'ils arrivent à chiffrer et à compter. Mais oui, c'est une question. Là j'ai un peu dilué, mais s'il y a besoin de trouver, oui, je peux te trouver un contact, la personne qui... Parce que je pense que c'est intéressant aussi que si c'est un axe important que l'établissement souhaite prendre pour l'ensemble de ses agents, que ce soit les personnels ou les enseignants-chercheurs, c'est le fait d'avoir un exemple tout proche, quelque part, quand même, d'un organisme national qui a fait cette démarche, pour nous, ça peut être super intéressant, quoi. Ok. Bah, écoute, je vais faire en sorte de trouver un contact. Je reviens vers toi. J'ai noté dans nos petites notes. Ce qu'on vous propose, c'est que tout ce que vous avez dit, Thierry a pris des notes, moi aussi. Bon, Thierry, il fait ça à l'ancienne, crayon papier. Moi, j'ai tapé dans Word, vous m'excuserez. Mais on vous fait une synthèse de tout ce qui s'est dit ce midi. On vous la met au propre et puis on le renvoie. Puis vous rajoutez des éléments que, même si on n'y a pas parlé ce midi, des choses qui vous viendraient à l'esprit après, il ne faut pas hésiter. Super. Et puis, dans toutes les actions là qu'on voit, on voit ce qu'on peut essayer de construire sur 2023. Il y a pas mal d'idées quand même déjà. Voilà, on n'était peut-être pas nombreux, mais il y a eu beaucoup de matière, mine de rien, sans s'en rendre compte. On voit toutes les notes que j'ai prises, là, il y a pas mal de matière déjà. Après, ça pose la question des déplacements. Parce que je sais qu'à l'ESO, Sigrid, vous avez lancé, c'est le logiciel pour les déplacements et donner je n'ai pas une qualité, c'est pas le terme, mais quelqu'un qui se déplace en avion plutôt qu'en train, voilà. Ah oui, on a fait le bilan carbone des déplacements du labo, oui, c'est ça? Ouais, je sais pas si nous, à l'échelle université, on pourrait mettre ça dans le logiciel carrément qui fait nos déplacements. Alors, avec le CNRS, du coup, je sais que dès qu'ils font une mission, ils ont la possibilité. Ouais, voilà, ils ont la possibilité de voir donc avec un outil qui s'appelle GES Labo 1.5. Donc, ils peuvent calculer l'émission CO2 pour chaque déplacement en fonction du type de déplacement. Sigrid, est-ce que c'est lié à l'accord cadre mission qu'a le CNRS avec la MU? Parce qu'ils ont un marché de voyage qui nous intéresse fortement à l'UA.
On en a Alors vu une après, démonstration j'ai cette pas, semaine et j'ai on cherchait pas les quelques détails. collègues CNRS qui l'utilisaient pour savoir si, notamment la question de l'impact carbone des déplacements au moment où on choisit Alors la moi, nature. je sais qu'avec ma collègue, j'en ai parlé avec ma collègue gestionnaire qui est CNRS, qui est personnel CNRS. En fait, c'est dans le GestLab, c'est dans leur logiciel D'accord, c'est de la gestion de gestion, laboratoire. en fait. Oui, voilà, c'est Ouais. ça. C'est pas avec C'est leur. pas lié à leur marché. D'accord. Non, je crois pas, non. Mais je vais se renseigner. Mais il faut se renseigner quand même. Ok. Mm. Bon, on arrive bientôt à terme, on est 13h10, on a bien tenu à 10. Hein. Heureusement qu'on n'était pas 200. On a arrêté. Oui, mais on aurait délégué ça à Cyril ou à non. Quelqu'un qui a l'habitude des grandes cohortes. Qui est enseignant dans la salle et hop. Ça marche. Bon, bah, je pense que s'il n'y a pas d'autres remarques, on peut peut-être. Non, on Ouais, va très pas bien, se merci. mobiliser. C'était Ok, très sympa de bien. se voir. Merci Ouais. beaucoup. Alors nous, on s'engage donc à faire un petit bilan, on va reprendre vos idées, essayer de refaire un petit résumé. Et on vous l'envoie à tous. On l'envoie à tous. Est-ce que dans l'enregistrement, j'aurai les adresses de tous? Non, mais J'espère. on a les noms et prénoms, donc c'est facile à retrouver. Ouais, on aura ça, pas de souci. Merci à notre étudiante, hein, la seule. Ouais. Merci beaucoup d'avoir fait l'effort Courageuse, oui. de venir. Et on vous fait un Je petit prends une bilan de tout photo. ça. Tu prends une photo, c'est parfait. Bah, c'est surtout si dans l'enregistrement on n'a pas les noms, au moins j'aurai la photo. Ça se voit que tu es VP numérique, hein, parce que moi je suis VP transition, chargé de mission transition papier, le VP numérique qui note tout sur l'ordinateur. Prends une photo avec ton cahier, Thierry. Ah, c'est un coup bas, ça, c'est un coup bas. Merci à toutes et tous. Et merci beaucoup. Bon courage pour merci, la fin de au revoir. semaine. Merci. Ouais. Au revoir. Merci d'avoir organisé ça, c'est très bien. Ouais, c'était pas trop dur, hein, je te rassure. Merci. À bientôt. On est un peu rodé sur faire des Teams. Oui, ça c'est vrai. À plus, salut. Allez, à bientôt, merci, au revoir. Frédéric, Jérôme, Sigrid, Anaïs. Merci. Merci. Au revoir. Salut Pierre, salut Cyril, à bientôt. Il faut que tu arrêtes l'enregistrement, Thierry. Salut. Arrêtez.